Mais faire un second duo, c'est lutter contre soi-même. Non. Il y a des risques de fragilisation du dispositif. Vous voyez, ce n'est pas fragilisation. Maintenant, vous pouvez fragiliser qui? L'opposition ou la mouvance? Non, mais c'est ça. Et c'est ce que je dis, que depuis 2023, il y a une réalité politique sur le terrain. L'opposition a tiré le sort. Dont la mouvance ne semble pas prendre conscience. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette émission Free Speech 2026, le second duo, quelle chance. C'est le thème de cette émission car au fil des jours, les duos commencent par sortir la tête de l'eau. Le principal parti d'opposition sur papier, FCBE, a fait connaître donc celui qui portera sa voix pour ces élections présidentielles qui pointent à l'horizon. Mais son colistier reste inconnu. Les travaux de recherche continuent au niveau du parti pour sortir donc celui avec qui il va aller à la rencontre des militants de FCBE, mais aussi il va affronter le candidat du camp présidentiel, Romuald Wadani. Bizarrement, les deux sont du même département. Coïncidence donc pour coïncidence. On va essayer d'analyser dans ce studio les tenants et aboutissants. Quelle chance donc pour ce duo d'aller à la conquête du pouvoir face à Romuald Wadani, en attendant de connaître de l'autre côté le candidat du parti LD qui est également parti d'opposition. FCBE d'ailleurs qu'on ne sait plus si on peut continuer par lui attribuer l'opposition. De toute façon sur le papier, c'est lui qui est le chef de file des partis d'opposition, même s'il reçoit le parrainage, n'est-ce pas, des partis de la mouvance. Un accord tripartite a été signé. Nous allons analyser tout ceci et voir donc les chances de Paul Humpé de gagner cette élection au Bénin. Dans ce studio, Paul-Marie Wessou. Paul, bonjour. Bonjour. Bonjour, Valentin. Ça fait un moment. Hein? Oui, ça fait vraiment un moment qu'on s'est vu. Et merci de m'avoir donné l'opportunité de commenter une fois encore l'actualité. Voilà, je sens déjà que les couleurs vont monter, l'adrénaline va monter un peu dans ce studio. Moïse, bonjour. Moïse Soudé. Bonjour à vous, Valentin. Ça fait plaisir pour moi de retrouver Paul-Marie Wessou, celui avec qui, sur la chaîne nationale, nous avons animé des émissions. Donc, depuis un certain temps, on ne s'est plus retrouvé. Les choses ont voulu qu'on se retrouve pour commenter l'actualité politique du pays. Voilà, avant de planter donc le décor, nous allons suivre ceci pour introduire. Le parti Foscouris pour un Bénin émergent a désormais son candidat pour l'élection présidentielle d'avril 2026. Il s'agit de Paul Humpé, actuel secrétaire exécutif national du parti. Sa désignation a été actée à l'issue d'une réunion tenue ce mercredi par les responsables de la formation politique. Ancien ministre sous Boniaï et ex-maire de la commune de Bopa, Paul Humpé n'est pas un inconnu sur la scène politique nationale. En 2021, il avait déjà été colistier d'Alassane Soumanou, président d'honneur de la FCBE, lors de la précédente élection présidentielle. Bien qu'il soit officiellement désigné comme tête de duo, son colistier pour l'élection à venir n'a pas encore été révélé. La candidature de Paul Humpé s'inscrit dans le cadre de l'accord tripartite conclu entre la FCBE, l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain. Paul Humpé devient ainsi le premier challenger officiel du duo de la mouvance présidentielle. Ce dernier est conduit par Romuald Wadani, actuel ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Il a été désigné en août 2025 comme candidat de l'Union progressiste Le Renouveau et du Bloc républicain. Sa colistière n'est autre que Mariam Tchabi Talata, actuelle vice-présidente de la République. Le duo Wadani-Talata sera investi le 4 octobre 2025 à Parakou, tandis que celui de la FCBE, conduit par Paul Humpé, sera officiellement investi le 11 octobre 2025. Un troisième duo porté par le parti Les Démocrates est également attendu. Le parti dirigé par l'ancien président Boniaï a lancé un appel à candidature pour désigner ses représentants à la présidentielle. Selon le chronogramme de la Commission électorale nationale autonome,
Le dépôt des candidatures se déroulera du 10 au 14 octobre 2025. Le premier tour de l'élection présidentielle est prévu pour le 12 avril 2026. Voilà, retour en studio tout de suite, hein, Paul-Marie Wessou, à l'annonce de la candidature de Paul Hunkpé. Quels sont les sentiments qui vous ont inspiré, vous, hein, analyste politique? Ben, sentiment pour ce parti-là, moi, aucun. Aucun sentiment, aucun. C'est un parti de décor, quoi. Moïse et moi, on a eu la chance d'avoir en face de nous un de ses représentants un jour. Et moi, j'ai déjà dit que c'est un phénomène qui est en voie de disparition, mais qui peut être rattrapé par le besoin pour les autres de le repêcher et de le replacer dans le décor. Donc, service d'appoint. Oui, avec donc ces partis de la mouvance qui ont voté des lois et sur la base desquelles maintenant ils organisent de la comédie. Hein, soyons sérieux avec nous-mêmes, parce qu'ils organisent de la comédie sur des lois que eux-mêmes ils ont votées, au point où vous ne savez pas s'il faut continuer de dire si c'est le chef de file de l'opposition ou pas, parce qu'on a voté une loi qui est claire que lorsque la réalité politique donne le pouvoir d'opposition à un parti, ce parti-là est désigné et consacré par décret présidentiel comme parti d'opposition et que son dirigeant soit le chef de file d'opposition. Et cette élection a eu lieu depuis 2023 et personne n'a nommé de façon formelle le parti, les démocrates, parti de l'opposition. Vous voyez ce que j'appelle de la comédie. On organise de la comédie sur la base des lois qu'eux-mêmes ils se sont données et qui sont désormais les lois quand même de notre pays. Mais ce qui m'étonne de cette mouvance, c'est qu'ils nous ont chanté, parce que vous vous rappelez, hein, au début, c'est eux qui nous chantent, la loi c'est la loi, on doit l'obéir quoi qu'il en soit, mais aujourd'hui, maintenant, vous voyez la comédie qu'ils organisent sur le dos des lois que nous avons, les lois qui sont encore en vigueur, qu'eux-mêmes ils ont adoptées et qu'ils ont promulguées. Voilà, c'est ce que moi je peux dire. Moi, aucun sentiment par rapport à FCB. FCB, c'est dans le décor, on l'utilise pour maintenir quelque chose dans le décor, comme quoi l'opposition, il y a différents partis de l'opposition, et puis donner l'impression que la mouvance a une certaine cohérence. Mais c'est de façade. C'est de façade. Nous savons tous que au plus profond de l'eau, il y a des ébullitions et qu'il y a des choses qui se préparent et que nous verrons bientôt quand même surgir à la surface. Voilà, on va revenir en profondeur, hein, sur cette candidature, mais en attendant, Moïse Soudé, à l'annonce, hein, de la candidature de Paul Hunkpé, vous, analyste, vous avez apprécié ça comment? Non, qu'il vous souvienne que nous avons déjà fait une émission sur cet accord de gouvernance qu'il y avait entre le chef de file de l'opposition et la mouvance. J'ai dit, bon, le chef de file entre griffes, parce que après les élections de 2023... J'ai été clair, hein, tant que le décret n'a pas été abrogé, c'est qu'il reste le chef de file de l'opposition. Mais ce qui me fait mal... Bon, quels étaient les critères pour... Vous savez, nous disons, on a du plaisir à dire que la démocratie béninoise est exportable, que les gens viennent de l'extérieur pour voir comment ça se passe chez nous. Il y a des gens qui permettent ça. Ouais, quand j'ai appris qu'il a été encore candidat, je me suis dit, je voudrais bien savoir à qui appartiennent les 22 parrainages qu'on lui a donnés. Parce qu'il a déjà 8. La FC. Maintenant, je ne sais pas si Garba Yaya finit par céder, parce que Garba Yaya disait qu'il ne donnera pas son parrainage à quelqu'un qui n'est pas sûr de gagner les élections. Donc, je ne sais pas si finalement Garba Yaya s'est rangé et a remis son parrainage. Sinon, je voudrais bien savoir à qui appartiennent les 22 parrainages instants. C'est-à-dire parce que là, on doit faire la lumière sur ça oui, aussi. parce que vous voyez, vous prenez les parrainages des députés. Qu'est-ce qui empêchait la mouvance de donner un second duo? Pourquoi on ne veut pas donner un second duo? Avec tout ce qu'on a, on pouvait prendre un autre candidat de la mouvance qui dit, nous, on veut avoir deux duos désormais pour que nos chances ne soient pas réduites. Maintenant, bon, on a préféré donner le parrainage à Hunkpé. C'est un citoyen béninois, il est candidat. Maintenant, ce qui m'étonne est que, bon,
est-ce qu'il pourra trouver le colistier parce que Djemba, on n'a plus les nouvelles de Djemba depuis un certain temps. Ah, il est là, hein, Djemba. Est-ce que Djemba a encore la force de l'accompagner dans cette comédie? C'est pas possible parce que nous avons fait des lois et beaucoup ont dit que cette loi-là n'était pas une bonne loi. Il faut corriger la loi. Maintenant, on met la loi de côté. On peut pas. J'ai dit non. Je voudrais bien interpeller le professeur Djogbenou, président de l'UPR, et le ministre Ablabi Tchané. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en leur sein, on ne puisse pas trouver un autre candidat qui fait le poids, Et il y en a plein, hein. Le professeur Djogbenou aussi avait nourri des ambitions. Il y a d'autres qui ont nourri les ambitions, les Bétin Corby. J'aurais même encore préféré que l'on donna, le parrainage à Bétin Corby sur le terrain par rapport à Paul Humpé. Écoutez, vous avez choisi un candidat de l'opposition qui est du même fief électoral que votre jockey. Je ne sais pas que quelqu'un avait. Même une voix de perdu là-bas, ce n'est pas bon. Une voix de perdu là-bas, ce n'est pas bon. Je ne sais pas dans quel laboratoire politique on a réfléchi pour faire cela. Mais écoutez, les Béninois sont fatigués de voir la même chose. Parce que moi-même, j'étais à la place de Paul Humpé. Je n'accepterais pas ça. J'ai déjà fait ça une fois. Est-ce que Paul Humpé a le choix? Non, écoutez, au sein, c'est pourquoi je dis, je répète, moi, je suis dérangé pour ceux qui militent dans l'UPR et dans le BR. C'est-à-dire qu'au-delà de Wadaï, on vient de nous dire qu'il n'y a plus personne dans ces deux partis-là pour former un duo, c'est grave. Alors qu'est-ce qu'ils vont foutre dans ces partis-là? Autant qu'ils démissionnent tous du parti pour qu'on sache que désormais, il ne faut plus faire partie d'un parti politique mais ils ont les postes ministériels, non, ce n'est pas. À l'Assemblée. Les cadres du parti doivent pouvoir réagir contre ça. On ne peut pas sacrifier, on ne peut pas traîner nos parrainages dans la boue, c'est dans la gadoue. C'est même pas la boue, c'est la gadoue. Qu'on donne 22 parrainages à quelqu'un que nous connaissons. Lui, il est tranquille. Hein, il est tranquille, mais il ne se dérange pas. Ça prouve que le candidat Wadaï a été réellement imposé. Parce que si on avait bien réfléchi, c'est qu'après Wadaï, il y a quand même stratégiquement. On a pu même maintenir Djemba. Il y a d'autres personnes. Je laisse même Djemba. Non, même lorsqu'on passe au duo là. Je vais vous donner un exemple. On sait tous que, comment on appelle, le professeur Djogbenou nourrissait des ambitions. Nous savons tous que le maire de la ville de Cotonou, Luc Atopo, nourrissait des ambitions. Mais là, il y aura match. Nous savons. Ok. Pourquoi ne pas choisir? Il y aura match. Ce qui est sûr, c'est l'un ou l'autre. C'est-à-dire que si le ministre Wadaï perd le pouvoir et que c'est un Djogbenou qui gagne bien, c'est un Luc Atopo, c'est que le pouvoir reste toujours dans les mains de la mouvance. Donc, maintenant, parce que vous savez, il faut qu'on fasse attention. Élection, c'est élection. Faisons très bien attention. Faisons très bien attention quand nous proposons les candidats. Il reste le duo de l'opposition. Il reste le duo de l'opposition parce que pour moi, l'hybridité de Paul Humpé ne me permet pas de dire qu'il est poisson bien ou il est magouilla. Il n'est ni mouvance ni opposition, il est au centre. Donc je ne sais pas où est-ce qu'il pourra faire la campagne. Donc le reste, c'est une honte pour les hommes politiques de la mouvance que de pareilles choses se passent avec leur parrainage et qui ne disent rien. Alors, Paul Malouessou, on prend un candidat qui se retrouve être du même milieu, du même département d'origine que le candidat de la mouvance. Et lui, il semble être le candidat, je ne sais pas si c'est du centre ou de l'opposition, en tout cas, il est un candidat d'un parti quand même, hein, qui a 8 parrainages et qui a pu... 6, hein, oui, et qui a pu aller, n'est-ce pas, colmater des parrainages dans les partis de la mouvance. Oui. Alors, quelles sont les chances, hein, d'abord dans ce département-là, qu'il n'y ait pas de risque de perte de voix? Oui, je crois qu'il est important de se demander quelle est la stratégie, comme, Moïse pose la question, de quelle est la stratégie donc, de ceux qui réfléchissent politique au sein de la mouvance présidentielle. Parce que si la stratégie c'était d'éliminer les LD pour que enfin, le FCBE joue le même rôle qu'ils ont joué en 2020, qu'elles ont joué plutôt en 2021. Je crois que ça va être difficile
ça va être difficile parce que nous voyons l'opposition aussi avec sa stratégie qui refuse de livrer ses cartes jusqu'à la dernière minute. Donc, ça va être difficile. Maintenant, si c'est pour que FCBE soit dans le décor, pour montrer que l'opposition est divisée ou pas divisée, je crois que c'est plutôt la mouvance qui se trouve être... qui se crée des problèmes. Voilà, qui se crée des problèmes, parce que, comme vous le dites, Hunkpé et puis Wada, ils sont presque de la même région, et donc vont se partager l'électorat de cette région, si tant est que Hunkpé, justement, si tant est que, comme je le dis, Hunkpé peut se faire élire dans, est-ce que Wada dans sa région seulement. Est-ce que Wada y a d'ancrage dans cette région-là? Parce que Wada n'est pas un homme politique, à ce que je sache. Wadaï n'est pas un homme politique, oui, mais le phénomène sur lequel les uns les autres jouent, vous le savez bien, le phénomène du régionalisme. Donc c'est le fils de notre région, qu'il soit politique ou pas politique, bon, une fois qu'on va le présenter que c'est notre fils, dès qu'on va commencer à dire ça, on pense que ça va passer. Or, on oublie que les Béninois ont vécu depuis 2016 l'expérience que ce n'est pas la région qui est importante, c'est plutôt lorsque vous prenez quelqu'un, c'est ce qui rentre dans vos assiettes, dans vos paniers, c'est ça qui est important parce que vous le savez bien que les Béninois, il y a une large majorité de Béninois qui arrivent difficilement encore à manger 2-3 repas par jour depuis 2016. Et donc, il y a de quoi, je crois, réfléchir à nouveau au niveau de la mouvance sur le jeu tel qu'eux-mêmes ils jouent le jeu. Parce que ce n'est pas toutes les cartes que vous jouez qui vous permettent d'atteindre vos objectifs du point de vue politique. Mais là, on joue on veut jouer sur la division de l'opposition, mais en même temps, on compromet le côté ethnique. Or, vous savez, toutes les cartes, il faut regarder toutes les cartes et voir combien d'atouts on met dans chaque panier pour que les paniers réunis nous permettent, nous, en tant que stratèges, de contrôler les élections, de gagner les élections. Mais sincèrement, il faut que je revienne un peu sur un point que Moïse a soulevé. Moïse dit que tant qu'on n'a pas abrogé de décret, je ne sais pas depuis quand Moïse est devenu aussi officiel que ça et qu'il y a la voie de fait. La voie de fait, c'est que la réalité politique dans notre pays a relégué au dernier plan FCBE, et FCBE n'est plus une force politique qui compte sur l'échiquier politique aujourd'hui. Si on doit tenir compte de ce que les tests disent. Non, il y a les tests et il y a les réalités. Oui, il y a les tests, soyons sérieux. Si on doit même tenir compte de ce que les tests disent, depuis l'élection passée, c'est FCBE qui a pris la tête normalement de l'opposition, en comptant le nombre d'élus, le nombre même de détenteurs de parrainage et tout le reste. Depuis quand? Depuis 2023? Oui, depuis l'élection législative. Depuis l'élection, c'est FCBE ou bien LD? Voilà, c'est de ça que je parle. Oui, c'est justement de ça que je parle. C'est le voie de fait, ça. Les faits politiques dans notre pays aujourd'hui relèvent complètement à l'arrière-plan de ce qu'on appelle politique. Et je ne sais pas. Le décret qui n'avait pas accompagné. Le décret doit être pris. Et vous comprenez pourquoi j'ai parlé de comédie tout à l'heure. Le décret doit être pris depuis un certain temps, puisqu'on nous dit qu'il faut respecter les lois. C'est pour cela que le président Talon fait ci, il fait réforme, il fait ça, il fait ce. Et donc on doit respecter les lois. Mais quand il s'agit de respecter les lois de leur côté, il y a problème. Et sur beaucoup de plans, vous allez le constater que quand c'est à eux de respecter la loi, il y a problème. Mais quand c'est aux autres qu'on demande de respecter la loi, là vraiment c'est la loi, et puis bon, on se braque, c'est ceci, c'est cela. Donc moi, je suis content parce que la loi électorale qu'ils ont votée, franchement, c'est un bonheur pour l'opposition. C'est un bonheur parce que la loi dit tout et rien. La loi dit tout et rien, donc l'opposition a le dos large aujourd'hui pour respecter la loi. Vous allez constater que de plus en plus, alors que en 2019, 2020, 2021,
on disait que c'est l'opposition qui ne respectait pas la loi. L'opposition qui ne respectait pas la loi. Vous allez constater que de plus en plus, l'opposition s'appuie sur la loi. Chaque fois qu'il doit faire une revendication, la loi dit ci, la loi dit ça, c'est ça. Mais quand vous analysez du côté de la mouvance, vous constatez que la loi n'est pas respectée. Et sur beaucoup de plans, la loi n'est pas respectée. Vous voyez, par exemple, on met quelque chose, on demande aux postulants, donc aux différentes élections, de mettre s'ils vont à l'élection présidentielle ou bien s'ils vont à l'élection législative. Est-ce que la loi demande ça? Mais vous voyez, on fait des fabriques sur la loi. Et on analyse, comme je l'ai dit souvent, ils aiment naviguer dans la marge de la loi. Ils ne sont jamais dans la loi eux-mêmes. Ils aiment naviguer dans la marge de la loi et dire aux autres, maintenant, vous respectez la loi. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que nous devons tous nous soumettre à la loi. Et une fois que nous nous soumettons tous à la loi, nous pouvons maintenant reprocher les choses aux uns et aux autres. Mais on ne peut pas avoir des gens qui votent la loi, ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale, et quand ils vont voter une loi, l'opposition fait des propositions, beaucoup de propositions, ils ne tiennent compte aucune de leurs propositions, ils votent les lois comme ils veulent. Maintenant, pour respecter la loi, ils ne respectent pas la loi. C'est compliqué. C'est ça. Alors, Moïse Soudé, c'est au thème d'une réunion, hein, d'après le journal qui a mis cette information sur la place publique. C'est au thème d'une réunion que Paul Humpé a été désigné candidat du parti FCBE. Mais maintenant, on installe un dispositif pour analyser le profil de son colistier. Comment vous appréciez ça? Bon, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas qui s'est réuni pour faire ce choix-là. Mais je dis une chose, moi je voudrais d'abord revenir sur la mouvance, ceux qui ont donné les nouveaux parrainages. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de parler de la galaxie Talon. C'est-à-dire que les hommes forts qui ont fait venir Talon au pouvoir, Olivier Bokor est l'un de ces hommes forts, mais lui il est out. Mais au niveau de cette galaxie, nous avons un certain José Tonato, à qui on pouvait donner la possibilité d'être candidat. Si tant est qu'on veut que le pouvoir reste dans l'escarcelle de la mouvance, on pouvait, un certain José Tonato pouvait quand même être candidat. Un certain Johannes Dayon pouvait être candidat. Bien sûr. Un certain Joseph Diogwenou pouvait être candidat. Il y a d'autres personnes qu'on ne voit pas. Donc on ne peut pas vouloir garder le pouvoir et faire ce qu'on a fait là. Parce que si c'est pour fragiliser l'opposition, on est à côté de la plaque. On devrait, a priori, parce que depuis que nous avons commencé par parler de parrainage, tout calcul fait, c'est qu'on a dit que la mouvance devrait avoir au moins 2 duos pour qu'il y ait quand même un second tour. De quoi a-t-on peur? Pourquoi ne peut-on pas donner la possibilité? Parce que pour moi, on devait regarder les scores de Humpé en 2021, ça n'a rien donné. Humpé a une élection présidentielle, ça va nous rapporter quoi? Et à un moment donné, au niveau de la mouvance, il n'est pas candidat. Au niveau de la mouvance, les gens ne se prendraient plus au sérieux. C'est-à-dire que si nous allons faire tout ça, nous allons faire des lois qui aujourd'hui, qui nous échappent. Quand j'ai dit sur ce plateau une fois que la loi ne chicotera pas seulement l'opposition, que la loi va chicoter aussi la mouvance, voilà les réalités. Vous avez la possibilité d'avoir des duos, vous prenez vous amusez avec vos parrainages. Parce que quelle est la plus-value que la candidature de Humpé va apporter au Bénin en matière de démocratie? Nothing, comme disent les Anglais. Il va à la conquête du pouvoir, c'est un parti politique. Il veut conquérir. Écoutez. Il aura au moins plus de 6 parrainages pour les prochaines élections. Non, je suis convaincu que si certains mouvanciers devaient parler, ils vont couler les larmes. Ils coulent déjà les larmes, peut-être en silence. On les empêche d'être candidats dans un parti où ils ont milité, mais on prend leur parrainage qu'on va donner à quelqu'un qui n'a même pas milité tout le temps. Et moi, je ne sais pas comment on va faire la campagne, il va trouver les moyens, mais je dis, tous les hommes politiques béninois doivent tirer leçon de ce qui se passe. Paul-Marie Rousseau l'a rappelé, on a vu ce qu'on a fait de la loi. On biaise avec la loi, on passe à côté de la loi. Et pourtant, les gens disent qu'il faut faire la relecture de la loi pour voir là où il y a les anicroches. Mais on a refusé, aujourd'hui on est là. On prend les parrainages, vous laissez vos parrainages qu'on appelle à votre responsable de parti qui utilise vos parrainages. Et ça me rappelle sur ce que Soucia, pas Soucia, celui qui avait dit qu'il ne sait pas à qui on a donné son parrainage en 2021. Notre ami, oui, le député. Oui, il a dit, il ne sait pas à qui on a donné son parrainage, que lui,
devait savoir à qui on a donné son parrainage. Mais on a dit non, le parrainage appartient au parti, on remet au parti. Voilà ce que le parti a fait. Moi, c'est désolant pour nous tous, hein, pour tous ceux qui ont... Moi, je n'ai pas milité dans les partis, mais quand j'ai vu des gens dans UPR, dans BR, ils ont vraiment transpiré. Aujourd'hui, on les botte à la touche, on va donner le parrainage à quelqu'un qui a disparu depuis la dernière élection, qui n'est revenu sur la surface qu'à partir de 2024, parce que 2026 s'annonce, et il trouve les 28 parrainages, et jusqu'à l'instant, il n'a pas trouvé de colistier. C'est-à-dire que, bon, personne n'est prêt à subir la honte. Personne n'est prêt à subir la honte. Aller à une élection, ne pas pouvoir faire 5%, c'est que votre avenir politique est hypothéqué, et plus personne ne vous fera confiance. Donc, je crois que le laboratoire de la mouvance, le professeur Zézinokoué, je crois que c'est lui qui dirige l'école du parti. Je ne sais pas comment on a pu faire et que les choses sont allées là. Quelqu'un dira tout ça pour ça. Si c'est ce qu'on a fait, cette loi, on a emprisonné des gens, on a inventé un certificat de quoi? De conformité. Tout ça là. Et puis aujourd'hui, quelqu'un qui ne peut même pas apporter une plus-value à la mouvance, on lui donne le parrainage. Et je crois que ceux qui militent dans la mouvance et qui se taisent, je ne sais pas... Quelle est cette omerta-là qui vous empêche de dire ce qui est vrai et on vous brime? Moi, c'est de la brimade. C'est de la brimade que, bon, la dernière fois, j'ai dit ici... C'est la discipline du groupe? Ce n'est pas la discipline du groupe. Maintenant, quand ils ont donné 22 parrainages à Hunkwe, c'est quelle discipline ça? Quelle est l'instance qui s'est réunie pour dire, nous, on choisit de donner notre parrainage à Hunkwe? Pourquoi ne pas trouver notre duo? Parce qu'il y a la possibilité de trouver notre duo et les gens doivent se poser la question de savoir pourquoi au niveau de la mouvance, on ne veut pas qu'il y ait un second duo. Qu'est-ce qui empêche les responsables de parti de trouver un second duo alors qu'il y a possibilité? Il y a trop de ressources humaines capables de constituer ce duo-là, mais personne n'en parle. Moi, je voudrais qu'on me dise pourquoi il y a... Mais faire un second duo, c'est lutter contre soi-même. Non. Il y a des risques de fragilisation du dispositif. Vous voyez, ce n'est pas fragilisation. Maintenant, vous pouvez fragiliser qui? L'opposition ou la mouvance? En temps normal, l'opposition. Si la stratégie mise en place, c'est qu'on va jusqu'à signer un accord avec un parti soi-disant de l'opposition, est-ce que la stratégie, ce n'est pas de fragiliser la... Mais tous les Béninois savent que ce parti n'est pas de l'opposition. Ça c'est connu depuis. Je ne sais pas si Hunkwe s'est fait élu aux élections municipales de la dernière fois dans son propre... dans sa propre circonscription. Hunkwe n'est pas conseiller chez lui. Il n'a pas été à ces élections-là. Il visait plus haut, en fait. Il visait plus haut. Et maintenant, on peut aller voir un peu le nombre de voix qu'il a recueilli dans sa ça, par contre, c'est possible. Voilà, et voir si vraiment c'est... Moi, je comprends ce que dit Moïse parfaitement et je voudrais vraiment soutenir cette façon de voir les choses. Est-ce que ce n'est pas l'opposition qui impose à la mouvance son attitude? Parce que donner 2 voix, donner 2 duos, est-ce que ça ne va pas fragiliser alors que l'opposition est restée zen? Il n'y a pas eu d'alliance, il n'y a pas eu d'alliance, d'accord de gouvernance et tout ça. Non, mais c'est ça. Et c'est ce que je dis, que depuis 2023, il y a une réalité politique sur le terrain l'opposition a tiré le sort. dont la mouvance ne semble pas prendre conscience. Parce qu'on aurait pu laisser les Adambi qui tentaient de faire quelque chose. On aurait pu les laisser, mais garder le frein en main. Je ne sais pas, stratégiquement, on peut de notre sein sortir un duo et faire semblant que c'est la démocratie, quoi. Vraiment, au sein de la mouvance, ce n'est pas que ce que vous croyez. Et ça pourrait plus être attrayant que d'aller débaucher quelqu'un qui n'a même plus un statut. Moi, je ne sais pas, le statut, on peut parler, hein, quand on veut parler des statuts, de 2 façons de voir la chose. C'est pas que je vous arrête, mais quand on avait réhabilité Sam Ndambi, moi je me dis, bon, peut-être que Sam Ndambi sera la tête du second duo. Et je me rends compte qu'il a été réhabilité. Il n'a même pas été législative. Et qu'on l'a réhabilité. Pourquoi? Parce qu'il nourrissait déjà des ambitions présidentielles sur le terrain. C'est ça qui a été à la base. C'est ça qui a été à la base de son exclusion. De son exclusion. Donc je me suis dit, en réhabilitant un Sam Ndambi, il pouvait être la tête du second duo. Mais malheureusement, tous ceux-là qui ont mouillé le maillot ont été bottés à la touche. Et puis, comme dit Paul Marouzou, on va débaucher quelqu'un qui ne peut même pas faire 2% sur le terrain.
Vous basez sur quoi pour le dire? Sur quoi Mais sur les élections, on a vu les élections 2021 où il n'y avait même pas, 2021 où il n'y avait même pas d'opposition en tant que telle. On a vu quand même le score qu'ils ont fait avec l'autre, Djemba. On a vu le score qu'ils ont fait. Et le score qu'ils ont fait, qui reste sujet à caution, ne rassure personne. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont faire mieux que ça. Le peuple béninois, c'est un peu ça aussi, ce que la mouvance me semble ignorer. La mouvance ne semble pas donner une certaine possibilité de réflexion au peuple béninois. C'est comme si c'est des gens qui sont là et puis peuvent consommer tout. Et on peut faire tout ce qu'on veut. Ils vont l'admettre. Mais moi, le peuple censure chaque 10 ans. Le peuple censure chaque 10 ans. C'est clair. C'est ça qui a été notre tradition. C'est clair que c'est parti pour ça. Et c'est parti pour ça. Et maintenant, normalement, quand vous savez que chaque 10 ans, il y a un jeu, ce qu'il fallait faire, c'était effectivement d'avoir un second duo, mais ne pas donner toutes les cartes à ce duo-là sur le terrain et faire de sorte que le duo qu'on veut promouvoir puisse émerger malgré tout ce qui va se passer, quoi. Mais non, on est allé chercher un certain Paul Hounkpé. C'est-à-dire que moi, j'ai comme l'impression que les gens ne savent même pas lire l'histoire qu'eux-mêmes ils créent. L'histoire que la rupture a créée depuis 2016. C'est cette histoire où les gens ont des ressentiments. Ressentiments sur ci, ressentiments sur ça, ressentiments sur ceci, et ressentiments même sur le parti FCBE, là, ressentiment. Le parti FCBE va aux élections législatives, n'est-ce pas? Bien sûr. Prenons rendez-vous. Et on verra bien combien, parce qu'il y aura les élections législatives avant la présidentielle. Donc, on verra bien combien de 20%, je ne veux même pas parler de députés. Parler de députés, je ne crois pas. Mais combien de chefs d'arrondissement ils auront là, on verra ça. Vous êtes sévère. Non, mais on verra ça sur le terrain. Je peux prendre rendez-vous pour dire que moi, je ne crois pas que FCBE est ni maire, ni député. Mais c'est chef d'arrondissement là que on peut, ou bien on ne fait plus chef quartier, donc chef d'arrondissement, on peut là-bas aller voir parce que là c'est c'est une élection de proximité très chose là et ça peut se jouer à quelque chose près. Donc là on peut leur concéder quelque chose, mais on verra bien la réalité politique qui sortira des urnes à partir du 11 janvier 2026, et nous verrons si le choix d'aller chercher Paul Hounkpé pour, je ne sais pas, prendre des parrainages à la mouvance, c'était un bon choix ou pas. Alors, qu'est-ce qui a pu empêcher Moïse Soudé, le parti FCBE, de donner en même temps le colistier? Parce qu'entre-temps, c'était Soumanou Djemba qui jouait le rôle, et l'autre était colistier. Aujourd'hui, on a inversé un peu les rôles, mais pourquoi on n'a pas pu sortir le colistier? Non, vous savez, le parti FCBE s'effrite sur le terrain. Le parti FCBE n'a plus d'assises pour qu'on puisse dire que, bon, parce que c'est pour désigner un candidat, il faut qu'il y ait une instance pour dire nous présentons tel comme duo. Aujourd'hui, on nous a balancé à la figure le nom du président, du candidat. Du secrétaire exécutif national. Et on n'a pas pris la peine de trouver ce duo, c'est maintenant. Est-ce que ce mariage-là aura lieu? Je ne crois pas. Personne ne veut se faire ridiculiser. Comme dit mon ami Landry, la comédie qui dure ne fait pas rire. Donc il va falloir qu'on cherche forcément quelqu'un pour l'accompagner. Parce que c'est quand même un peu bizarre. Peut-être qu'on va chercher dans la mouvance quelqu'un qui a envie de faire le jeu pour accompagner Paul Hounkpé comme son vice-président. Parce qu'aujourd'hui, tout est possible. On a vu que Paul Hounkpé sera candidat grâce au parrainage de la mouvance. Donc on peut trouver quelqu'un qui va faire l'affaire au niveau de la mouvance pour être le colistier de Paul Hounkpé. Et quitte un parti pour venir faire colistier dans un autre parti. Il a quitté l'opposition pour aller chercher les parrainages de la mouvance. C'est vrai que Talata... Donc je dis là, ça nous donne envie de réfléchir. Parce que ce duo-là n'a aucune chance. C'est un duo d'accompagnement. Pour qu'on puisse dire... Parce qu'on a l'impression qu'on cherche à tout faire
pour empêcher le duo de parti Les Démocrates de faire surface. Lorsqu'on regarde sur la photo, est-ce que la réalisation peut revenir un peu? On se dit que d'ici à là, l'opposition ne pourrait pas donner son duo. Moïse Soudé, sur la photo, vous voyez, les deux autres rient, mais Paul Nkpa, il a la mine serrée. Moi, je n'ai pas envie d'étudier ça sans patience. Hein. Mais je dis une chose, on est en train de peut-être vouloir empêcher les LD de trouver leur, comment on appelle, leur duo. Et au cas où ils ne trouveraient pas leur duo, on a dit non, l'opposition est bien représentée à cette élection. Il faut qu'on arrête de faire ces choses-là. Donnons envie à la génération montante de faire la politique. Donnons envie, parce que, vous voyez, quand d'autres pays se mettent à nous donner des leçons de démocratie, ça, ce n'est pas de la démocratie, ça. Des partis qui sont bien structurés, qui ont leur texte et qui disposent suffisamment de parrainage ne sont pas capables de donner de duo. Pourquoi? Moi, je dis de quoi a-t-on peur? Il y a des vérités que nous ne disons pas aux Béninois. Pourquoi on ne peut pas dire, bon, avec tout ce qu'on a comme parrain, nous, on avait déjà fait les calculs, il pouvait même aller jusqu'à 3 parrains, à 3 duos. On a dit, mais aujourd'hui, vous avez déjà un duo, vous avez la possibilité de donner un deuxième, donnez-le. Donnez-le, mais vous donnez ça à quelqu'un d'autre. Donc, systématiquement, pour moi, c'est qu'on vient de perdre des voix et on pense que, bon, on pourrait empêcher l'opposition de donner son duo au cas où les LD ne vont pas trouver de duo. Sur la scène internationale, on dira que l'opposition béninoise a été représentée à la présidentielle de 2026 par le duo porté par Paul Nkpa. C'est ridicule, c'est ridicule. On a déjà vu ça une fois, on a déjà fait ça en 2021, et puis ça n'a rien donné. Beaucoup avaient déjà la certitude que, et je l'ai dit sur un plateau, que les Béninois ne soient pas étonnés qu'en 2025, que Nkpa soit encore candidat, parce qu'ils avaient déjà commencé par nous montrer le chemin. On a dit quel avantage la mouvance a allé faire un accord de gouvernance avec quelqu'un qui n'a que 6 conseillers communaux municipaux, qui n'a même pas de député. Quelle est la plus-value? Quel est le bénéfice? Quel est le gain de la mouvance? Bon, le gain est là maintenant qu'on fabrique un duo pour qu'on nous dise qu'en 2026, l'opposition a été représentée à la présidentielle. Alors, à force de jouer, est-ce que vous avez essayé de voir un peu, est-ce que c'est cette façon de faire au sein de la population, comment on lit ça, comment on apprécie ça? Non, c'est déjà depuis 2021 que la population béninoise a pris ses marques par rapport à tel duo ou tel duo. Tout le monde sait qu'en 2021, le duo de mon grand frère et ami Irénée Agossa n'avait aucun parti avant d'avoir un parrainage. Et c'est ça, la navigation dans la marge de la loi, au lieu de respecter la loi, on est dans la marge et on va aller trouver un mot dans la loi pour expliquer le fait qu'on soit en train de nager dans la marge au lieu d'être dans la loi. Et vous vous rappelez aussi que la navigation dans la marge, c'est ça qui fait qu'on a commencé à lire les mails, puis on arrête le processus et on va à l'Assemblée pour interpréter, donc nager dans la marge de la loi, plutôt que de simplement respecter la loi. Et puis on nous dira qu'un candidat qui n'appartient à aucun parti doit être porté par les deux partis parce que désignation, on a dit que soit le candidat est issu donc du parti ou désigné par les partis. Donc vous voyez, il y a toujours quelque chose pour permettre de nager dans la marge plutôt que d'être en train de respecter la loi. Et la population béninoise a compris ça. On a compris ça du nord au sud. Moi, j'ai eu la chance cette année, 2025, de parcourir le Bénin. J'ai fait les 12 départements. Et j'ai vu les gens s'exprimer, les gens... il faut dire qu'en 2024, déjà, j'ai fait une partie du Bénin. J'ai parcouru un certain nombre de villes, surtout du sud. Et en 2025, j'ai fait maintenant... tous les 12 départements, pas toutes les villes, mais tous les 12 départements. Mais en 2024, les gens avaient de la réticence à parler ou à discuter politique avec. Il y avait une méfiance. Il y avait une méfiance. Mais en 2025, vous voyez, les gens sont libérés. Les langues se délient. Ils vous parlent librement, ils vous disent ce qu'ils pensent.
beaucoup ne viennent pas nécessairement devant les caméras comme nous autres pour parler, mais ils vous disent ce qu'ils pensent. Et ils savent, ils comprennent que ce jeu d'enfant, à mon sens, hein, qui se fait en mettant Humpé comme parti d'opposition, enfin FCBE, hein, pas Humpé nécessairement, mais FCBE comme parti de... Tout le monde comprend que ça, c'est un jeu d'enfant, que tout le monde comprend ce que c'est, tout le monde comprend ce à quoi a servi FCBE dans le temps. Et tout le monde voit que s'il y a un parti qui s'appelle parti d'opposition, tout le monde voit et sait quel est ce parti-là aujourd'hui. Ce n'est pas donc au niveau de FCBE que les gens iraient chercher. Ça ne va embrouiller aucune carte. Vous vous rappelez, en 2019, on est allé même jusqu'à faire dupliquer les noms. Vous savez, je ne vais pas donner... Moi, le Bénin est PRD. Voilà. On a dupliqué les noms pour embrouiller les gens. Or, le processus était encore en ses débuts. Et donc, les gens pouvaient donner crédit un peu, dire peut-être qu'il y a quelque chose de vrai dans ce qui est de ce côté ou de ce côté. Mais aujourd'hui, tout le monde voit et sait avec l'expérience qui est quoi et qui fait quoi dans notre pays comme chose là. Tout le monde sait que le parti FCBE est vidé, c'est une coquille vide qui peut-être a encore un siège ici. Et qui donc se réunit dans ce bureau. Et Moïse disait tout à l'heure, est-ce que FCBE, où est-ce qu'ils vont trouver les ressources pour faire cela? C'est une belle question. Parce que même, vous savez, c'est ce que je vous dis, au respect de la loi, même les financements publics qui sont définis par la loi, qu'on doit donner aux partis, à tous les partis, pour aller vers les élections. Mais depuis 2024, on ne donne plus de financement public aux partis. Ben moi, je ne peux pas dire, justement, il faut poser la question au ministre d'État candidat à la présidence, qui est ministre de l'économie et des finances, dont le département devait se charger de débloquer les fonds pour aller, pour que la Sénat puisse les mettre à la disposition des partis. Il faut lui demander, il faut lui poser. Je crois que vous aurez l'opportunité de le recevoir dans vos studios ici. Bien. Et ce sera la première question que vous devez lui poser. Pourquoi son ministère ne débloque pas les fonds pour qu'on donne aux partis politiques? Je ne dis pas que c'est partis politiques de la mouvance, c'est tous les partis. Et vous savez que de plus en plus, on dit qu'on veut assainir l'argent en politique. Mais dans le même temps que vous voulez assainir le poids de l'argent ou l'introduction ou l'action de l'argent en politique, vous voulez assainir cela, mais dans le même temps, vous privez les partis de ressources et les partis vont pouvoir faire quoi? Au moins, les partis de la mouvance, je dis que c'est tous les partis qui subissent cette réalité. Mais rappelez-vous que les partis de la mouvance sont majoritaires à l'Assemblée nationale, donc ont des députés, le plus grand nombre de députés, et le plus grand nombre de maires, le plus grand nombre d'élus locaux, et que si ceux-là tous puisent un peu dans leurs revenus pour cotiser au parti, ça c'est déséquilibré. Par rapport à l'opposition qui n'a que 28 députés et seulement 28 députés. Donc, moi, je voudrais, c'est ça notre pays, c'est ça ce qui est devenu notre pays, c'est-à-dire qu'on vend, on peut vendre à l'extérieur, hein, ceux qui viennent à l'aéroport et qui trouvent que l'aéroport c'est tellement beau, eux ils peuvent acheter ce qu'on leur vend, mais nous on est dedans, quoi, et nous on voit au jour le jour notre pays se porter, on voit les veines de notre pays, on voit les artères de notre pays, la circulation de sang, comment les choses se font, et nous pouvons véritablement dire ce qui se passe et ne pas écouter ces gens qui se nourrissent d'illusions et qui veulent nous faire croire que le Bénin est devenu extraordinaire. Nous, on est dedans, on vit au jour le jour. Voilà, Moïse Soudé, on est en train d'avancer inexorablement vers la fin de cette émission. Les chances pour le parti FCBE de ratisser l'âge au cours de ces élections-là. Je vais réfléchir à haute voix. Je vais réfléchir à haute voix pour vous dire, j'ai peur. Les gens peuvent trouver que je fais trop d'imagination. Et si au second tour, on retrouvait le duo de Humpé avec celui de l'opposition au second tour, qu'est-ce qui allait se passer? Qu'est-ce qui allait se passer? Vous pensez qu'il y a un second tour? Parce que qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez,
la désignation de Ouaddahi, au niveau de la mouvance, ça a déjà créé des problèmes dans la mouvance. Ça, c'est une certitude. Les gens ne parlent pas, mais ça sent le roussi déjà. Et maintenant, non content d'avoir privé certaines personnes de cette possibilité d'être candidat, vous prenez leur parrainage que vous donnez à quelqu'un d'autre. Si les gens veulent faire un vote sanction, ils vont punir le candidat officiel de la mouvance et voter pour les autres. Et nous aurons pour un second tour un Paul Humpert face au duo de LD. C'est comme ça ce que les gens appellent vote sanction. Dans ce cas-là, qu'est-ce que la mouvance fera? Qu'est-ce que la mouvance fera? Il faut que les stratèges de la mouvance réfléchissent à ça. Il peut avoir l'effet boomerang. C'est-à-dire que le résultat escompté peut être le contraire. Et vous retrouvez au second tour un schéma inespéré où le peuple a vraiment voté pour dire ces gens de la mouvance-là, ils nous ont trop couillonnés, on va les punir. On va les punir et on va voter pour leur duo qu'ils ont fabriqué et le duo dont ils ne veulent pas. Il faut que les gens politiques sachent. Parce que j'ai dit un jour. Et parce qu'il y a des gens. J'ai dit un jour, évitons d'avoir un président à la sénégalaise. Celui que personne n'espérait. Vous avez la possibilité. Un président par défaut. Vous avez la possibilité d'avoir vos deux duos pour dire c'est l'un ou l'autre. C'était le schéma le plus simple. Hein. Mais vous refusez et vous mettez tous vos œufs dans un même panier. Le panier de Ouaddahi qui aujourd'hui, disons-le clairement, s'est dit tant qu'on n'a pas encore élaboré les listes pour les municipales et les législatives, les gens sont dociles. Très dociles parce qu'ils ont peur que leur nom n'y figure pas. Mais dès qu'on va élaborer les listes, vous allez voir sur le terrain. La politique, ce n'est pas sur les réseaux sociaux, ce n'est pas sur TikTok, ce n'est pas sur YouTube, c'est sur le terrain. Et il y a, quel que soit ce qu'on dira, il y a des gens qui maintiennent leur fief. S'ils ne sont pas contents, ils ne sont pas contents. Ils vont faire la campagne. On a déjà vu ça ici, où les gens chantaient pour dire que c'est tel qui est dans ma tête, mais c'est tel qui est dans mon cœur. Donc, je ne voudrais pas que c'est parce que tout ça là, il faut faire de l'analyse politique. Est-ce que ce que nous faisons là ne va pas se retourner contre nous? Parce que c'est vrai que ce duo, pour moi, est insignifiant. Mais personne ne connaît la réaction des populations. Parce qu'ils sont fatigués. Ils vont dire, mais ces gens-là, ils nous prennent pour quoi même? On nous tourne en rond, voilà maintenant, on a confiance en eux, ils prennent les parrainages de nos députés qui vont donner à Tantampion. Maintenant, okay, nous on va voter pour Tantampion, on va laisser leur joker. Il faut qu'on fasse attention parce qu'en politique, tout est possible. Tout est possible. Donc je dis, sur papier, visiblement, qu'on appelle le duo là, ne pèse pas. Mais personne n'est dans la tête, dans le cœur des Béninois. Parce que 10 ans de gestion, c'est vrai qu'on parle de croissance économique, mais qu'est-ce que le Béninois lambda a gagné? Est-ce que son repas s'est amélioré? Est-ce que ses conditions de vie, c'est vrai qu'on a réalisé des infrastructures? Je ne dénie pas ça. Il faut être malhonnête pour dire que la rupture n'a rien travaillé. On a travaillé. Mais est-ce que le facteur humain, qu'est-ce que le Béninois lambda a gagné? La preuve, il y a des couples qui ont perdu leur boulot. Il y a des parents qui n'ont plus les moyens d'envoyer les enfants à l'école. Donc, le Béninois a ce ressenti-là. Et vous le faites encore ce coup-là. Vous prenez les parrainages de ces députés que vous avez donnés à quelqu'un. Si le Béninois veut se venger de vous, il va voter pour les autres. À tout le monde, sauf votre candidat. Et on va retrouver peut-être un second tour. Rien n'est impossible en politique. Alors, Paul Mariwessou, les chances pour ce duo-là de ratisser l'âge au cours de ces élections? Que le duo de Paul Humpert et puis son prochain colistier? Non, je vois que Moïse fait un peu de politique fiction, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas que les Béninois reportent leur voix sur... Les Béninois n'ont jamais reporté leur voix sur... jamais, depuis que nous faisons les élections, de façon massive, reporter ses voix sur quelqu'un qui ne perçoit pas comme un poids réel. Quelqu'un pour faire le job. Ouais, pour faire le job. Les Béninois n'ont jamais fait ça. Je ne crois pas que ça va arriver. Jamais. Vous vous rappelez les Diakoué ici, hein, vous vous rappelez ces choses. Non, ça n'arrivera pas. Et moi, Et si ça arrive? Non, ça n'arrivera pas. Si nous nous appuyons sur l'histoire... On a dit à un monsieur, je vais te faire un gris-gris. Si on pointe le pistolet sur toi, si on tire, la balle ne sortira pas, n'atteindrait pas, il dit d'accord. Mais si ça arrivait,
Oui, c'est arrivé, il va mourir. Donc, si ça arrive, il va mourir. Mais ça, c'est, comme je le dis, c'est de la politique fiction. On va pas, non, on va pas faire la politique fiction. Si nous basons sur les réalités de notre pays, historiques, hein, réalité historique, vous constatez que même quand on avait près de 30, 40 candidats, les Béninois reportent leur voix sur 3, 4, 5 personnes. Mais les Béninois ont toujours voté pour quelqu'un contre un système. Bien sûr, bien sûr. Les Béninois ont toujours voté pour quelqu'un contre un système. Bien sûr. N'oubliez pas ça. Bien sûr, bien sûr. Mais, bien sûr. Mais dans le voter pour contre un système, pour quelqu'un, n'a jamais été allé voter pour Diagué, par exemple. Kwesa Diagué, vous vous rappelez, parce que je n'avais pas comme l'impression que vous avez entendu ce nom-là. Kwesa Diagué, d'Ivoire au plan national. D'Ivoire au plan national et qui, même dans le bureau de vote où il est allé voter, vous voyez, donc, il y avait plus de 10 électeurs chez lui. Donc, vous comprenez que les Béninois ne font pas ce... Et chaque fois que je passe devant sa maison, je vois, c'est une grande maison, donc il avait plus de 10 personnes qui ont voté, mais il avait 10 voix. Et il avait une équipe de foot dans son quartier. Et toute l'équipe de foot là n'a pas voté pour lui. Non, non, c'est vous dire que les Béninois ne font pas du vote à la folie. Il ne faut pas de vote à la folie. En réalité, c'est cela, c'est ce qui me permet de dire que je m'étonne que la mouvance ne réalise pas que les Béninois ne sont pas aussi bêtes que ça. Où ils peuvent se permettre tout, ou bien penser tout, ce qu'ils pensent que les Béninois peuvent penser. Donc, moi, je ne pense pas que ce duo a quelque chance que ce soit. Je l'ai dit, là où ils peuvent espérer quelque chose, et là encore, je me surprends de constater que même les élections municipales, je crois qu'il faut avoir 10%, n'est-ce pas? Et là également, c'est un problème, parce que 10% au plan national, ce n'est pas donné pour la FCBE, pour les élections à venir. Et donc, je ne vois pas, moi, où se trouve la FCBE dans le chéquier politique à venir que nous voyons à venir. Mais ils peuvent toujours se donner de l'illusion, aller sur le terrain, haranguer les gens avec de l'argent qu'ils ont. Et puis, bon, écoutez, ça peut leur donner une certaine publicité, un certain marketing politique pendant la campagne électorale, ça c'est bien. Mais vous les voir en train de gagner des voix, je ne pense pas. Et moi je souhaite, hein, Moïse, il faut être quand même, il faut quand même souhaiter, je souhaite et je demande aux Béninois de ne pas nous donner 2 tours pour les élections à venir. Un seul tour et on a réglé l'affaire, on peut passer à autre chose. Voilà. Voilà. Moïse Soudé, votre mot de fin? Non, je crois que les Béninois maintenant ont su les raisons pour lesquelles on a voté les lois. Les lois ont été votées, des gens ont perdu leur vie, des gens ont été emprisonnés, des gens ont été interdits de parole. Finalement, tout ça pour ça. Les gens ont remis leur parrainage, et on fait yo-yo avec leur parrainage. On ne veut pas trouver un second duo dans la mouvance parce qu'on a peut-être peur que ce second duo-là ne dame le pion au premier duo, et puis on a peur. Je crois que la peur a commencé par changer de camp. Je demanderai aux hommes politiques désormais de réfléchir avant de faire la politique. Si on doit faire la politique pour finir là où certains sont en train de finir, je crois que ce n'est pas la peine. Alors, Paul-Marie Ouessou? Non, je dirais pour conclure cette émission que le peuple béninois, quand même, il faut le saluer, quoi. Il est tranquille et il attend. Et il attend. Il attend. Et j'espère qu'il va s'exprimer de façon emphatique. Je vais dire emphatique. C'est-à-dire qu'il faut sortir massivement pour aller aux élections à venir. Ne pas dire, j'ai rencontré un ami tout à l'heure en venant qui a dit, bon, ben, écoutez, comme moi je suis découragé, je ne suis plus l'actualité politique, je ne suis plus rien. Je lui ai dit, écoutez, c'est maintenant qu'il faut suivre l'actualité politique. Réveillez-vous, suivez l'actualité politique, réveillez-vous, allez chercher vos cartes d'électeurs, réveillez-vous, faites de sorte à savoir que vous êtes sur la liste électorale. Et le 11 janvier déjà, donner le signal fort que le Bénin est le Bénin. Voilà, parole de Paul-Marie Ouessou qu'on a reçu ici il y a un moment quand même. Hein. Stop et fin pour ce numéro de Free Speech. Merci à vous et à la prochaine.